Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Depuis son accession au pouvoir, le président Xi Jinping a lancé une vaste campagne anticorruption, une campagne qui vise indistinctement les tigres, les plus hauts cadres de l'État et les mouches, les fonctionnaires au plus bas de la hiérarchie sociale. Donc Xi Jinping est-il en train de réussir son pari et l'état de droit est-il en train de faire un progrès décisif en Chine? Nous allons répondre à ces questions avec nos deux invités juste après ce reportage. Depuis janvier 2014, la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC et le ministère de la Supervision publient sur leur site internet des rapports sur plusieurs cadres coupables de graves infractions envers la discipline du parti. Ces officiels corrompus, ces tigres et ces mouches, dans la terminologie du parti, selon qu'ils sont hauts fonctionnaires ou bien simples cadres subalternes, sont la cible des investigations de la commission anticorruption. Les officiels corrompus, à l'échelon ministériel, provincial ou hiérarchiquement inférieur, ou encore les cadres des entreprises publiques ressentent la pression grandissante de la lutte contre la corruption. Depuis la fin du 18e congrès du Parti communiste chinois en 2012, ce ne sont pas moins de 33 fonctionnaires de haut grade, issus de l'échelon national ou provincial, qui ont subi une enquête pour manquement grave à la discipline. Parmi eux, 2 membres du comité central ainsi que 3 membres suppléants. D'après les médias, la chute de ces tigres infirme l'idée très répandue selon laquelle la lutte anticorruption en Chine serait sélective ou ne toucherait que les petits et les sans grade. 600 jours après la fin du 18e congrès, la campagne anticorruption a déjà pénétré en eau profonde. Non seulement les autorités n'hésitent pas à attraper des tigres, mais même les hauts responsables partis à la retraite sont susceptibles d'avoir affaire à la justice. Po Xilai, l'ancien chef du parti de la ville de Chongqing, Jiang Zemin, l'ex-patron de la puissante commission de contrôle et d'administration des biens publics, Li Dongsheng, l'ancien vice-ministre de la sécurité publique, et enfin Xu Caihou, un ancien général de l'armée chinoise, l'ont appris à leurs dépens. Les tigres tombent et la commission travaille à un rythme toujours plus impressionnant. Les révélations concernant Gu Junshan et Xu Caihou prouvent clairement que l'armée est atteinte par la lutte anticorruption. Mais la commission ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les dirigeants des entreprises d'État sont également visés. Chaque mois, ce sont en moyenne 3 dirigeants d'entreprises publiques qui sont interrogés par les inspecteurs de la commission. En mars 2014, en l'espace d'1 mois, ce sont 8 officiels qui ont été contrôlés. Et d'autres secteurs clés de l'économie chinoise sont désormais dans le collimateur, comme la banque, l'énergie ou les communications, autant d'activités qui peuvent s'avérer très lucratives pour les fonctionnaires corrompus. Aujourd'hui, nous sommes avec 2 invités. L'un, c'est Zheng Ruolin. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes également l'auteur d'un livre « Les Chinois sont des hommes comme les autres ». Bienvenue, Monsieur Zheng. Bonjour. Et Feng Shujie, vous êtes le professeur de droit à l'université de Tsinghua. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et l'expulsion du général Xu Caihou du PCC est un événement très important en s'attaquant frontalement à la corruption dans l'armée, au sein de l'armée. Le parti semble avoir fait sauter un tabou. Donc, vous voyez quelle différence par rapport aux précédentes campagnes dans l'histoire de la Chine, M. Zheng? Bon, d'abord, c'est l'ampleur. L'ampleur est beaucoup plus importante. Auparavant, la lutte contre la corruption est limitée sur certains secteurs. On a vu, par exemple, l'ancien maire de Pékin est tombé, l'ancien maire de Shanghai, Chen Liangyu, était tombé, mais ça atteint rarement à l'armée. Et l'armée, cette fois-ci, Xu Caihou est très haut placé. Et apparemment, c'est vraiment qui a créé un choc très important, même dans l'armée. Deuxièmement, c'est la profondeur, je crois. Et cette fois-ci, je pense que la confiance est petit à petit revenue. Pour la population, je crois, ça se voit. Non seulement il y a des noms, qu'il y a des dirigeants haut placés sont tombés, mais dans leur vie courante, ça commence à avoir des effets. Par exemple, les restaurants de luxe
les nightclubs à Pékin partout. Oui. Maintenant, beaucoup sont fermés ou bien ils changent de direction, ils commencent à ouvrir pour les populations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de gens qui invitent et être invités dans ces restaurants de luxe. Deuxièmement, par exemple, produits de luxe français aussi, la vente chute. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent plus ces produits de luxe comme une sorte de pot de vin. Et le plus important, je crois, c'est le troisième point, c'est la lutte contre la corruption. Il faut voir, il faut avoir une sorte de prévention aussi. Il y a une sorte de, on dit le cadre nu ou le fonctionnaire nu, c'est-à-dire il envoie ses femmes, ses enfants, toute la famille à l'étranger, seul qui travaille au sein du gouvernement. Et dans ce cas-là, il est facilement être tenté par la corruption. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'argent. Il a besoin de l'argent. Et cette fois-ci, par exemple, le gouvernement chinois a clairement annoncé qu'il ne tolère plus cette sorte de cadre nu. Et je crois que la confiance revient à cause de tous ces effets efficaces et qu'on puisse le voir. D'après vous, à quel moment cette campagne va durer? Je sais aussi, je crois que ça va durer éternellement parce que... éternellement? Oui, parce que la corruption, c'est un problème mondial et tout le temps, historique, on peut dire. C'est-à-dire, dans l'histoire, la corruption n'a jamais totalement écarté. Et dans n'importe quel pays, n'importe quel régime, la corruption existe toujours. Par exemple, la France, par exemple. La France est un pays de droit, est une démocratie, selon le critère occidental, mais il y a toujours la corruption. Même Sarkozy a été mis en examen, garde à vue est mis en examen pour la corruption. C'est-à-dire, cette lutte, il faut continuer à lutter parce que, tout simplement, la corruption, tant qu'il y a l'intérêt, tant qu'il y a l'homme, je crois que la corruption existe. Alors il faut lutter contre. D'accord, mais donc Monsieur Fong, sous l'angle de la justice, vous voyez quelle différence avec les campagnes précédentes qui ont eu lieu en Chine? Et je pense que M. Zheng a dit que la campagne de lutte contre la corruption va continuer de façon éternelle. Et je suis d'accord avec ce commentaire, mais on pourrait aussi interpréter cette opinion d'une autre façon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une campagne? Une campagne, en fait, c'est-à-dire le gouvernement ou le parti a décidé de lancer des actions. Et donc les campagnes dépendent de la volonté des dirigeants. Et ce qui est différent de l'état de droit. Quand on parle de l'état de droit, il y a les règles. Et donc, il faut respecter les règles. Quand il y a eu des affaires de corruption, il faut laisser les procureurs et les polices font leur travail. Et les procureurs et les polices ont la compétence de mener des enquêtes et des poursuites. Et une fois que c'est identifié, ils doivent travailler. Et comme ça ne dépend pas de la volonté des partis. C'est dans ce sens que je pense que le progrès qui sera mis en œuvre en Chine. C'est exactement ça, mais le problème c'est que dans un pays en voie de développement comme la Chine, c'est que nous sommes en processus d'industrialisation, d'urbanisation et la démocratisation. La Chine on ne peut pas dire que la Chine déjà est un état de droit. C'est à peu près comme le code de route. Le code de route en Chine est parfait. Mais le problème c'est que le respecter, il y a un problème. Dans la pratique, il y a un problème. Et même en France, on voit que la lutte anticorruption est efficace, mais seulement pour les mouches, pour les tigres, j'en doute. Je cite un exemple, l'affaire de Elf. Vous savez, la vente des armes à Taïwan. La France a pris une rétrocommission à l'ordre de
500 millions de dollars. 500 millions de dollars, c'est un chiffre énorme. Pour ça que la France a payé, condamné par un tribunal international, il a payé 800 milliards d'euros à Taïwan pour cette rétrocommission. Mais ces 500 millions de rétrocommission a disparu. Jamais on n'a trouvé les bénéficiaires. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur devant les juges. Ce mur s'appelle secret défense. Et Eva Joly, vous le connaissez, l'ancien candidat présidentiel du Vert, était le juge sur ce dossier. Pourquoi il a abandonné sa carrière juridique pour lancer dans la politique? C'est parce qu'il trouvait, elle a heurté un mur qu'elle ne peut plus franchir. Donc, lutter contre la corruption n'est pas si simple. En Chine, je crois que la Chine a inventé une sorte de droit constitutionnel international, jamais existé dans le monde. C'est une sorte de pouvoir de contrôle, pouvoir des examens. C'est proposé par Sun Yat-sen, comme vous le savez. Il a non seulement dit 3 pouvoirs, il a dit 5 pouvoirs. Le pouvoir de contrôle et le pouvoir des examens. Le pouvoir des examens, c'est pour mettre discipline, pour examiner ceux qui veulent entrer dans la fonction d'État. Et pouvoir de contrôle, justement, c'est pour lutter contre la corruption. Et pour la période d'aujourd'hui, je crois, comme je dis, la Chine, dans ces 3 processus historiques, la Chine a besoin d'une façon efficace, c'est-à-dire que vous avez dit la campagne lancée par le parti, je crois que c'est nécessaire pour cette période. Et l'organisme chargé de lutter contre la corruption cette fois-ci, c'est la Commission centrale pour la discipline et l'inspection. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, M. Fong, sur cet organisme? La commission de discipline et d'inspection, en fait, a la compétence de mener des enquêtes et de sanctionner les membres du parti qui ont des problèmes, qui ont des violations des règles internes du parti. Et donc sa compétence est limitée aux membres du parti. Mais comme on sait, la plupart des fonctionnaires importants du gouvernement sont des membres du parti. Et donc, du coup, pour la plupart des cas de corruption, c'est la commission disciplinaire qui s'occupe de l'enquête. Et après, la commission va rendre un rapport et il va décider de prendre les mesures de sanctions disciplinaires. Et s'ils trouvent que l'affaire est entrée dans le champ du droit pénal, ils vont transférer l'affaire au procureur. Et le procureur va mener une enquête et poursuivre la personne en question. Et donc, vous voyez, il y a 2 étapes et 2 organes. La commission pour le parti et le procureur pour les autorités judiciaires. Et là, il faudrait bien définir le champ de la compétence entre les 2. Et jusqu'à maintenant, la commission disciplinaire mène des enquêtes d'abord et ensuite c'est le procureur qui fait le travail. Fin de l'année dernière, la commission centrale du parti a pris un projet sur les règlements internes du parti. L'objectif est de modifier les actuelles règles internes des partis pour prendre en compte le droit constitutionnel et les autres droits en Chine, afin que le fonctionnement de la commission et du parti soit aussi en conformité avec les règles de la loi. Et c'est dans cet objectif que la commission disciplinaire et le parti a décidé de supprimer un régime qu'on peut appeler de désignation, c'est-à-dire selon une règle régissant l'enquête de la corruption. La commission a le pouvoir de désigner un endroit et désigner une durée
à la personne en question pour qu'il raconte ce qu'il a fait de façon illégale. Shuangui, voilà, oui. C'est Shuangui. Et vous voyez, cette mesure de double désignation Shuangui est équivalent à la garde à vue. Il consiste à dépriver la liberté de la personne concernée. Mais la commission n'est pas une autorité judiciaire. Et selon la loi, elle n'a pas la compétence. Il faut que soit c'est la police, soit c'est le procureur qui a la compétence d'exercer, prendre la mesure judiciaire. Et la suppression de cette mesure qui a été exercée par la commission du parti signifie un progrès dans ce sens. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup de pouvoir à cette commission-là, mais si on donne trop de pouvoir, n'existe pas-il un risque qu'il en abuse? C'est tout à fait possible. C'est aussi pour ça qu'il faut limiter la compétence de la commission et on laisse plus au procureur de travailler. Au fond, la corruption c'est un problème pénal, c'est un problème juridique, et il faut que les autorités judiciaires qui font leur travail. Et c'est dans ce sens, je pense qu'il convient non seulement de supprimer ce genre de mesures judiciaires, qui doit être dans la compétence exclusive des autorités judiciaires, mais aussi de limiter la compétence concernant la détermination de la gravité des problèmes. C'est-à-dire on ne laisse pas à la commission disciplinaire de décider s'il faut ou non de poursuivre la personne en procédure pénale. Mais la commission doit toujours rendre le rapport au procureur. Il est au procureur de décider s'il faut continuer ou non. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et le patron de la commission, c'est Wang Qishan. C'est un homme un peu mystérieux dans les médias étrangers, n'est-ce pas, M. Zheng? Bon, tous les dirigeants chinois sont mystérieux, entre guillemets, pour les médias étrangers. Je me rappelle que lorsque Hu Jintao est arrivé au pouvoir, le grand titre de New York Times, c'est Who is Who, je crois. Oui. C'est évident. Bon, en fait, c'est une personnalité très efficace et très compétente. Je suis tout à fait d'accord avec M. Fong qui nous a donné une leçon juridique très très nécessaire. C'est que mais lorsqu'on voit l'histoire, comment dirais-je, l'histoire, il y a toujours une période exceptionnelle où le droit, la loi, le pouvoir juridique n'arrivent pas à faire certaines choses nécessaires pour la société. Je crois que Wang Qishan, pour le moment, c'est l'homme qui joue le rôle justement à la fois le sauveur de parti, mais aussi garantie de droits juridiques. C'est exceptionnel, mais c'est une période, je crois que l'idéal, c'est que l'état de droit soit construit, soit établi. C'est la loi et devant la loi, tout le monde doit être égal, y compris les membres du parti. Et la campagne contre la corruption de Chine nous fait toujours penser à l'affaire de Nicolas Sarkozy, comme vous avez dit tout à l'heure, M. Zheng. Il a été placé en garde à vue actuellement. Donc, mais l'avis des internautes chinois est très intéressant. Quand un haut cadre est convaincu de corruption, ils disent que, vous voyez, si même lui est corrompu, ça prouve bien qu'il n'y a plus d'espoir, tout le système est corrompu. Mais quand en France, ça arrive ce genre de choses, ils disent que vous vous rendez compte, un politicien aussi important rattrapé par la justice, donc le système de la France est excellent. Donc pensez-vous que c'est vrai que le système de France est meilleur que celui de la Chine? Et donc, les deux faits à peu près similaires, mais les opinions sont très contradictoires. Je pense que d'un point de vue juridique, la différence au fond, c'est que
En France, une fois des problèmes comme la corruption ont été révélés, le procureur a la compétence, le pouvoir et l'obligation de mener une enquête. Et on n'a pas besoin d'une quelconque autorité pour dire au procureur, allez-y. Le procureur peut et doit faire leur travail de façon autonome, selon les règles de droit. Mais en Chine, quand tout le monde parle de certains problèmes, il est possible que ça existe, ou bien ça n'existe pas, mais il faut avoir la volonté du gouvernement ou du parti de décider de mener une enquête. Je pense que c'est ça qui fait la différence. La méthode existant en Chine consiste à dire que le droit, la loi, c'est un outil. Mais c'est pas ça. Selon l'état de droit, les règles doivent être respectées. Ce n'est pas un outil. Personne ne peut décider. Et une fois que les fonctions du autorité judiciaire ont été définies, ils doivent faire leur travail selon les règles de droit. Ce qu'on reproche à Sarkozy est très différent. Sarkozy n'a pas mis un sou dans sa poche. Tout simplement, il a un problème de fond pour ses campagnes présidentielles. Bien sûr, au fond, toutes les corruptions sont les mêmes pour l'intérêt de l'homme. Mais il ne faut pas sortir d'un piège pour tomber dans un autre. C'est-à-dire, il ne faut pas juger d'un état de droit, une démocratie. Tout va bien parce que c'est une démocratie, et tandis que juger la Chine, tout va mal parce que ce n'est pas une démocratie. Je crois que l'efficacité de l'anticorruption en Chine actuellement doit être appréciée. Non seulement les noms qui sont tombés, bien sûr la façon, comme vous l'avez dit, c'est regrettable. Ce n'est pas encore le juge, le procureur, la police qui fait tout. Il y a encore la volonté du gouvernement, comme vous l'avez dit. Mais pendant une période, c'est nécessaire. Et non seulement nécessaire, c'est obligatoire, à mon sens. Sinon, on ne peut plus aller jusqu'au bout. Ça, il faut voir les choses d'une façon différente. Voilà. Et après l'affaire de Cahuzac en France, le gouvernement français a obligé tous les ministres de révéler leur patrimoine. Mais certains médias ont critiqué que cela a porté atteinte à leur vie privée. Donc, pensez-vous que c'est faisable en Chine? Est-ce qu'on peut faire la même chose en Chine? En fait, la révélation des patrimoines personnels, c'est un régime qui existe dans certains pays. Pour cela, on peut voir d'un côté les droits de l'homme, c'est le droit à la vie privée. On a le droit de protéger, de savoir protéger ses secrets. Mais d'autre part, il y a aussi certains régimes pour rendre les choses transparentes en faveur de l'intérêt public. Et donc il faut trouver une balance entre les deux. Mais je pense qu'il est possible d'appliquer un régime qui pourrait réaliser cette balance. Par exemple, on peut demander la révélation des patrimoines, par exemple pour les membres du parti, mais au parti. Ou bien la révélation des patrimoines des fonctionnaires au-delà de certains niveaux au gouvernement, à certaines autorités gouvernementales, mais pas à tout le monde. Et aussi pour la protection des droits privés, certaines personnes, par exemple des personnages publics, ils doivent savoir limiter les droits dans certains cas. Sur ce point, je suis plus radical que M. Fong, parce que tout simplement, je crois qu'il faut choisir, soit vous choisissez votre carrière politique, soit vous choisissez protéger votre vie privée. Puisque vous avez décidé de devenir ministre, bon, vous perdez une partie de votre vie privée, parce que la population demande la morale d'une certaine fonction. Si une certaine fonction, sous prétexte de sa vie privée, cache certaines choses au public, moi je pense que il perd la confiance en même temps de la population. Moi je suis radical sur ce point. Tous ceux qui veulent être ministres ou autres fonctionnaires
doit déclarer ses patrimoines. Non seulement ce patrimoine, moi je crois qu'il faut déclarer combien de immobilier qu'il possède. Il faut donner des informations sur ses revenus légaux. Parce que c'est aussi une période. Si la Chine aujourd'hui est un état de droit complètement parfait, moi je pense que là, ce que vous avez dit a tout à fait nécessaire, a raison. Mais pour le période d'aujourd'hui, pour la Chine, même pour la France, je crois que la morale politique est perdue. Il faut le retrouver parce que sinon on ne peut pas expliquer pourquoi la population française n'a plus de confiance en leur classe politique. Lorsqu'ils n'ont plus de confiance envers leur classe politique, comment pouvez-vous imaginer que la population puisse accepter certaines décisions du gouvernement comme augmenter le taxe des revenus privés, individuels, etc. Moi, la morale politique, c'est la même chose en France ou en Chine. Il faut demander à tous ceux qui veulent exercer une fonction publique. Mais dans les années 70, la corruption à Hong Kong était endémique. Mais aujourd'hui, selon le rapport de la Fondation Transparency International, Hong Kong est classé au 15e rang des pays et territoires les moins corrompus dans le monde. Est-ce qu'on peut s'inspirer des méthodes de Hong Kong? Exactement. Moi, je crois que il faut lire ces histoires. C'est très, très efficace. Hong Kong est une société basée sur le droit, mais il n'est pas une démocratie à la critère occidental. À l'époque qu'il a réussi à lutter contre la corruption, le gouverneur était encore nommé par la reine d'Angleterre. Mais pourquoi il est efficace, Hong Kong, qui a lutté contre? Justement parce qu'à l'époque, tout le monde, la population, comme le gouverneur, comme le gouvernement de Hong Kong, se sont rendus compte que si on ne lutte pas contre cette corruption, la société ne peut plus fonctionner. Et je crois qu'aujourd'hui, en Chine, les plus hautes autorités chinoises et la population ont trouvé cet accord aussi. L'obstacle vient au milieu, c'est-à-dire certains cadres de partis et de gouvernements, surtout les gouvernements locaux. Durant une période de réforme, les 30 premières années de réforme, à cause de manque de contrôle, manque de surveillance, certaines personnes ont profité de cette blanc de loi. On s'enrichit d'une façon illégale. Et aujourd'hui, puisque les deux partis, la population et les autorités le plus haut de partis et de gouvernement de l'État ont trouvé cet accord de lutter contre la corruption, moi je pense que ce que faisait Hong Kong dans les années 70 est un exemple à suivre. Et M. Fong, quel est votre avis? Je pense qu'on peut aussi apprendre de la pratique de Hong Kong. Et ce qui s'est passé à Hong Kong, c'est qu'une fois ils ont décidé de lutter contre la corruption, ils ont fait un choix. Par exemple, à partir d'aujourd'hui, on ne supporte aucune corruption. Une fois identifiée, on va l'enquêter. Et une commission, une autorité spéciale a été créée pour garantir le bon fonctionnement de la lutte contre la corruption. En Chine, je pense que nous pouvons effectivement créer une autorité comme ça, et sous la direction du gouvernement ou du parti central, afin de garantir l'efficacité et l'indépendance de son autorité. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci, messieurs, de votre présence et de vos éclairages. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur CCTV français. Au revoir.